Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver sur Vox Africa. Lundi 6 mai 2024, un jour important pour le Tchad, jour de l'élection présidentielle qui marque en théorie une étape significative vers la fin de la période de transition. C'est donc le jour de vote pour les Tchadiens de définir leur prochain président de la République. L'occasion donc pour nous de revenir en profondeur sur cette journée, quels en ont été les temps forts, comment a été le déroulement du vote, quelles perspectives est-ce qu'on pourrait dresser pour le Tchad. Aujourd'hui, pour en parler, nous avons trois invités qui représentent différentes chapelles politiques. D'abord, Clément Sianka, vous êtes porte-parole du candidat Albert Pahimi Padaké. Bonjour. Bonjour. Très bien. Et bonjour à tous les téléspectateurs. Merci. En face de vous, on a M. Neldi Ismaël Kondol. Vous êtes membre du collectif 2M. Bonsoir. Bonsoir. 2M, Marchons avec Mahamat. Vous soutenez le candidat Mahamat Idriss Déby Itno. Tout à fait. Et notre panéliste, en tout cas le troisième de cette première partie, c'est Toyum Naboga. Désolé si je le prononce mal. Vous êtes le secrétaire général du parti Les Transformateurs. Vous représentez ici le candidat Succès Masra. Bien sûr. Très bien. Bonsoir. Bonsoir à vous. Avant de rentrer... Et bonsoir à mes compatriotes. Merci. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose un élément qui représente un moment fort de la journée, une déclaration faite à la presse par le président de l'ANCHE, Ahmed Barchiré. Comme tous les citoyens, j'appelle tous nos concitoyens à sortir massivement et à venir voter. C'est tout ce que je peux dire. Voter massivement. Jusqu'ici, comment ça s'est fait? Bon, pour l'instant, il n'y a pas d'incident majeur qui a été signalé. Très bien. Pour l'instant, il n'y a pas d'incident majeur qui a été signalé. Ces propos sont du président de l'ANCHE. Je tiens à le rappeler que ces propos ont été tenus en matinée. Monsieur Sianka Clément, je me retourne vers vous. D'ici là, comment est-ce que vous avez jugé les opérations de votre candidat? Mais déjà, comme nous avons voté à pratiquement 450-500 km d'Njamena, dans le Tchad profond, donc il fallait jauger de cela. Et pour nous, tout s'est plus ou moins bien déroulé. La participation pour nous était raisonnable, même très raisonnable. Nous avons, par ce voyage-là, en même temps, parcouru tout beaucoup de régions pour arriver à N'Djamena, et nous avons pu observer plutôt cette tendance de façon plus globale. Je parle de ce que j'ai vu. Je n'ai pas vu d'incident, même si finalement, en après-midi, les réseaux sociaux nous montrent des situations plutôt pas bien, mais on ne peut rien confirmer de tout cela. Mais voilà, pour nous, tout s'est bien déroulé, et la participation avec, et je crois que c'est plutôt une bonne chose, même si finalement, peut-être qu'on en reviendra. Après, c'est toute la transparence, la fiabilité et tout ce qui pourrait se passer au moment des dépouillements et de tout ce qui s'en suivra. Je pense que c'est plutôt ça le véritable problème. Mais au niveau du déroulé de vote, non, je pense que tout s'est bien passé. Très bien, votre position donc est claire. Vous évoquez la mobilisation, mais surtout le bon déroulement des opérations électorales. Monsieur Neldi Ismaël, je me retourne vers vous. Quel est le rapport global que vous faites des opérations de vote de la journée? Merci Vox Africa, merci pour l'opportunité que vous nous donnez ce soir de revenir sur le déroulé des opérations électorales du jour. Je commence d'abord par notre candidat qui a donné le ton très tôt pour la mobilisation, et donc voilà, notre candidat a donné donc le ton, et ça a entraîné l'effet de boule neige, et donc nous tous et le peuple tchadien a suivi. Et le peuple tchadien qui est appelé donc à se prononcer ce jour est sorti massivement. De toutes les élections, on a tendance à regarder l'abstention. Aujourd'hui, je pense que la vedette, le gagnant de la journée, c'est l'affluence. Donc, on note
que les Tchadiens sont sortis massivement. Massivement pour accomplir leurs devoirs et exercer leurs droits. Et sur tout le plan national, que ce soit en N'Djamena, que ce soit en province, cette affluence constate, je pense que les observateurs, certains observateurs l'ont relevé, et avec aussi l'élément qu'on a suivi, le président de l'ANJA a aussi forcé la mobilisation, il a donné le ton. Donc, in fine, au soir à 17h, je crois que tout le monde s'est accordé à reconnaître que le gagnant, c'est la mobilisation, c'est l'affluence dans les bureaux de vote. Donc très bien, vous évoquez également le bon déroulement des opérations électorales, mais surtout la mobilisation des électeurs. Je me retourne vers vous, M. Toyum Nabo. Globalement, chez les transformateurs, comment a été la journée de vote? Ok, merci beaucoup. Je crois qu'il faut ici saluer la maturité politique du peuple tchadien. C'était un grand défi pour le pays, ces élections-là. Beaucoup prédisaient le pire, mais le peuple tchadien a pu montrer sa capacité de pouvoir dominer certains sujets. Et donc, il y a eu une maturité claire qui a été démontrée par ces peuples, ce que peu attendaient. Et puis, voilà, pour nous, cette affluence n'était pas vraiment une surprise. Lorsqu'on voit un peu ce qui s'est passé pendant toute la période des campagnes, comment est-ce que le peuple était mobilisé, il y avait une volonté forte de changement qui était là, et les gens sont sortis massivement pour l'exprimer. Cette sortie, je crois que ça s'est traduit, pas seulement à N'Djamena, les échos que nous avons reçus de l'intérieur du pays et tout, nous font croire que c'était une vraie fièvre électorale qui s'est traduite aujourd'hui au Tchad. Et j'en veux pour preuve, dans certains bureaux de vote, déjà à 11h, il n'y avait plus de bulletins. Il fallait appeler les gens de l'Ange pour venir apporter des suppléments de bulletins de vote et tout. Donc les gens étaient réellement sortis. C'est bien vrai qu'on aurait pu mieux faire. Le déroulement globalement était bien, il n'y avait pas eu d'incident majeur à déplorer, quelques instants par-ci, par-là. Quelques, je dirais peut-être nostalgiques, qui ont voulu un peu entacher le déroulement du vote, surtout vers la fin de la journée. On a pu observer des choses qui n'étaient pas très bonnes, mais globalement, je dirais que c'était plutôt un très bon exercice. Ok, s'il y a un mot qui fait l'unanimité autour de cette table, c'est la mobilisation pour cette élection. Justement, au terme des opérations électorales de la journée, les trois candidats que vous représentez ici ont fait des déclarations que je vous propose d'écouter. Mes impressions sont celles d'un citoyen qui a accompli son devoir et son droit citoyen. Le choix de ses dirigeants à travers une élection. Et je constate la mobilisation, la longueur des fils ici que cette élection tranche avec le référendum passé où le scrutin était boycotté. J'ai bon espoir en regardant la mobilisation des électeurs dans les centres de vote ici, si c'est le cas sur l'ensemble du territoire. Le taux de participation devrait être très très bon. Je profite de l'occasion pour dire à mes sympathisants que c'est leur droit de revendiquer tout ce qui concourt à la transparence des élections. Je les appelle à recourir à des moyens pacifiques pour des réclamations légitimes. Notre pays a besoin de consolider sa démocratie et il faut faire attention que les violences ne viennent pas parasiter cette démarche démocratique. Et je profite pour dire aux membres de l'Ange qui ont la responsabilité de la transparence, de la sincérité du scrutin, d'aider également en contribuant par la transparence et la sincérité à amener le calme dans le pays à l'occasion de cette élection.
C'est un grand jour pour notre pays, sans doute un grand jour pour la démocratie et qui engage tout le monde. Donc je voudrais, il est 7 heures et je suis venu moi aussi accomplir mon devoir. Je note avec beaucoup d'enthousiasme que pour la première fois là on vote, Internet n'est pas coupé, ce qui est déjà un bon signe. Que finalement les gens peuvent venir voter aussi. Ceux qui ont eu leur nom inscrit sur la liste électorale, ils doivent pouvoir avoir l'occasion, y compris de voter, même s'ils n'ont pas leur carte d'électeur. L'important c'est d'avoir eu leur nom sur la liste électorale. Et ensuite, sans doute d'appeler chaque Tchadien et chaque Tchadienne, chaque responsable à sa responsabilité vis-à-vis du peuple tchadien qui sans doute nous observe et veut envoyer un signal d'un pays mature, d'un pays qui veut, dans la paix, dans la démocratie, se projeter vers l'avenir. Le dernier point que je voudrais évoquer, c'est le fait que tous ceux qui vont être dans les bureaux de vote, et ça a été confirmé y compris par le président de l'institution chargée, c'est que ils ont le droit, à la fin du dépouillement, les délégués qui sont dans les bureaux, etc., ils ont le droit de filmer le procès-verbal. Et moi, en tant que chef du gouvernement aussi, j'ai le droit d'avoir la copie de chaque procès-verbal. Donc chacun va exercer, je dirais un peu, sa responsabilité, son devoir et son droit. Et donc je demande à ce que chacun fasse ça dans la paix et sur tout le territoire national. Il y avait des conseils qui ont été donnés ici et là, qui ont été mal compris, allant dans le sens de l'impossibilité par exemple de filmer les procès-verbaux. C'est plutôt un conseil qui a été donné, mais en réalité les gens, s'ils ont besoin d'avoir un élément de preuve, c'est à eux ils peuvent avoir ça. Et puis, de laisser l'institution chargée de la publication des résultats, qui est l'Agence nationale de gestion des élections. Mais ça n'empêche pas de documenter et d'avoir des preuves de ce qui s'est passé dans les bureaux de vote. Vous voyez, donc l'un n'exclut pas l'autre. En votant aujourd'hui, je suis animé d'un double sentiment. Celui d'avoir accompli mon droit civique, mais surtout celui d'avoir réalisé mon engagement, l'engagement que j'ai pris devant Dieu et le peuple tchadien, celui d'organiser dans le délai accordé les élections qui marqueront le retour à l'ordre constitutionnel. Comme notre engagement pour la continuité de l'État, comme notre engagement pour organiser le dialogue national inclusif et souverain, comme notre engagement pour organiser les référendums constitutionnels. Je tiens à tenir aujourd'hui un 4e engagement phare qui va boucler le processus de la transition, déclenché dans notre pays il y a 3 ans. Il revient maintenant au peuple tchadien de voter massivement pour choisir leur président. Quant à moi, grâce à Dieu, j'ai respecté mes engagements et accompli ma mission. Le destin de notre pays est maintenant entre les mains de Dieu et du peuple du Tchad souverain.
Voilà quelques déclarations de candidats. Rapidement, je voudrais vous amener à réagir par rapport avec ces déclarations. Je vais commencer avec vous, M. Clément Sianka. Le candidat Padaké parle de la mobilisation que vous avez déjà soulignée. Le candidat Masra, lui, il évoque la maturité du peuple. Par contre, le président de la transition, le candidat Mahamad Idriss Déby, salue un travail accompli et finit en disant le destin du peuple est entre les mains de Dieu, du Tchad est entre les mains de Dieu et du peuple. Une réaction? Mais, je pense qu'au niveau de, pour revenir sur la participation, il ne faut pas oublier le fait que le RNDT, au moment du référendum, a appelé au boycott. Et tout le monde a suivi que le boycott était massivement suivi par le peuple. Aujourd'hui, le RNDT appelle le peuple à sortir pour voter, le peuple sort voter. Donc à ce moment-là, je pense qu'il y a ce consensus au niveau de la participation que nous ne pourrions naturellement plus revenir là-dessus. Et que vous attribuez à votre appel à la mobilisation? Dans tous les cas, le peuple est témoin qu'au moment du référendum, nous avons appelé au boycott. Quel que soit le taux prononcé par les institutions, tout le monde sait que le peuple a boycotté. Maintenant, aujourd'hui, nous reconnaissons, parce que nous avons aussi appelé le peuple à sortir, le peuple sort et nous en sommes tout simplement fiers du fait qu'aujourd'hui le peuple aussi suit la recommandation de tous les acteurs politiques, y compris le RNDT Le Réveil. Sur la question des réactions, je ne pourrais pas faire une analyse de fond, mais en tant que, je pense, tchadien, mais en tant que croyant, je pense effectivement que le destin du Tchad est entre les mains de Dieu et entre les mains du peuple, soit. Mais encore faut-il que la souveraineté du peuple soit respectée. C'est essentiellement ça, pour que comment on appelle ça, le destin du Tchad soit dans la main du peuple. Il faudrait que, lorsque le peuple s'exprimera, que justement ceux qui sont en charge écoutent ce que le peuple s'exprime. Selon vous, est-ce qu'il y a des risques que cette voix du peuple ne soit pas écoutée? Au RNDT, nous avons une sérieuse réserve, ça c'est sûr. Parce que justement, quand nous voyons comment la Constitution a été adoptée avec tous les problèmes que nous avions soulevés, des problèmes de fond, des problèmes de forme qui entachaient le déroulement du référendum, aucune institution n'a changé, pratiquement pas. Mais toujours est-il que ce sont ces mêmes institutions avec lesquelles vous êtes allé en campagne, avec lesquelles vous avez voté, et vous venez de saluer d'ailleurs le bon déroulement et la mobilisation. Oui, mais c'est pour ça que nous ne parlons pas de ce que le peuple a fait. Le peuple a fait son devoir. Maintenant, aux institutions mises en place de garantir ce que le peuple a fait. Pour nous, c'est ça l'enjeu. Et pourquoi est-ce que justement, peut-être que la question va revenir très rapidement, nous avons appelé au boycott aujourd'hui, nous participons. Souvent, les gens nous posent cette question, mais c'est aussi simple. À cette élection, nous élisons un président de la République qui, pour nous, dans tous les cas, dans notre programme politique, nous avons déjà dit, si notre candidat passe, nous referons le référendum pour permettre à ce que le peuple refasse un choix clair entre la forme de l'État que le peuple voudrait. Parce que nous estimons que le référendum passé a été biaisé parce que nous n'avons pas respecté l'esprit du dialogue qui était clairement de donner le choix au peuple entre un État fédéral et un État unitaire. Nous avons estimé que ce n'était pas suffisamment clair pour que le peuple ait le temps de choisir. Ça pour nous, et c'est déjà clair pour nous que nous devions reprendre la Constitution si nous sommes élus. Donc je pense que ça pour nous c'est très clair comme promesse et comme engagement vis-à-vis du peuple par rapport à cette question. Très bien, Monsieur Nelji Ismaël, il a évoqué des risques en tout cas que la voix du peuple ne soit pas suivie. Vous avez écouté les déclarations des différents candidats qui globalement ont salué la mobilisation qu'on évoquait tout à l'heure. Une réaction peut-être? Moi je ne vais pas entrer dans le débat du référendum. Parce que le peuple tchadien, pour nous, ce débat, il est dépassé parce que le peuple tchadien s'est souverainement donné une constitution. Donc il n'est plus question, et c'est en fonction de cette constitution aujourd'hui qu'il y a cette élection à laquelle le parti
RNDT se présente. Pour revenir à cette question de mobilisation, je pense que le vrai enjeu électoral qui sous-tend cette mobilisation, c'est naturellement, comment on appelle, le retour à l'ordre constitutionnel. C'est de ça qu'il s'agit. Et vous aurez remarqué que l'engagement de notre candidat durant les 3 années de transition est resté constant. C'est-à-dire aller au bout de cette transition pour que le peuple tchadien choisisse librement ses dirigeants. Et donc c'est ça le vrai enjeu. Mais pour arriver à cette élection qui a mobilisé tant de Tchadiens, il y a une organisation matérielle, il y a des volontés et tout ça. Donc il y a par exemple aujourd'hui, pour permettre à ce que cette élection ait lieu, il y a tout un défi logistique qui a dû être affronté. Et donc ça aussi, il faut mettre au crédit de notre candidat qui a dirigé la transition. Et vous aurez aussi remarqué que pour vous qui avez fait le tour des bureaux de vote aujourd'hui, je crois que je reviens à ce niveau, le calme avec lequel le peuple tchadien s'est exprimé, la sérénité aujourd'hui prouve que vraiment il faut mettre fin à cette transition et ouvrir la page, une nouvelle ère pour le peuple tchadien. Très bien. Monsieur Toyoum, vous avez écouté les candidats. Votre candidat, Succès Masra, est le seul qui est revenu sur le conseil de l'Ange de ne pas filmer les bureaux de vote. C'est le seul. Est-ce que quelque part vous partagez l'inquiétude qui est celle du porte-parole de M. Padaké? Écoutez, je crois que tous les 3 candidats ont fait des appels. Je retiens 2 particulièrement. Tous les 3 ont appelé le peuple à sortir massivement et voter, exercer son droit. Tous les 3 ont demandé que le peuple sorte et vote dans le calme, dans la sérénité. Et je crois qu'à ces 2 appels, le peuple a répondu. Le peuple a fait sa part, il est sorti massivement, il s'est exprimé dans la discipline. C'est bien vrai qu'il y a eu, juste avant ces élections, des déclarations que je dirais malheureuses, qui ont entraîné quelques incompréhensions. Le président Masra l'a souligné, vous l'avez bien dit, il est revenu là-dessus. En ce sens que pour nous, le code électoral est là, il est très clair par lui-même, il n'a pas besoin d'être interprété. Donc ce n'est pas la peine d'amener des choses qui n'existent pas et d'en faire une nouvelle loi. C'était clair, ça a contribué à apaiser la situation. Moi, je pense que cette maturité que le peuple tchadien a démontrée est un grand défi pour les politiques tchadiens. À commencer par les institutions en charge de l'organisation des élections. Nous n'avons pas de raison de douter de leur bonne foi de pouvoir faire les choses selon les règles de l'art, selon ce que le code électoral dit. Mais comme l'a souligné M. Sianka, je crois qu'il y a des raisons d'être inquiet. Lorsqu'on a vu par exemple des individus que je traitais tantôt de nostalgiques avoir un comportement d'un autre âge qui, pour peu, ont failli ternir carrément l'image de ces élections vers la fin de la journée. De quel comportement? Alors, quand des individus se permettent de venir dans des bureaux de vote, de faire disparaître des urnes, ou encore aller menacer des gens qui étaient là pour observer le déroulement du vote, empêcher l'accès aux bureaux de vote, même aux observateurs internationaux et tout, ce qui d'ailleurs devait contribuer à crédibiliser notre processus et lui donner plus de force. Je crois qu'il y a là sujet à inquiétude. Toutefois, nous voulons croire que c'est peut-être des erreurs qui ont dû être commises et qui pourront être corrigées, puisque le processus est continu. Très bien, le processus est continu. On va continuer à revenir sur les principales déclarations de la journée. Cette fois, je vous propose d'écouter certains observateurs qui ont sillonné les bureaux de vote, notamment dans la capitale N'Djamena. L'impression que nous avons, c'est que c'est le calme. C'est incroyable, mais ça s'est passé dans le calme.
Nous sommes vraiment très contents de voir que le peuple tchadien a compris ce qu'on appelle la démocratie et les choses se sont faites normalement. Vous voyez aussi l'engouement depuis ce matin des électeurs qui sont sortis massivement dans la ville de N'Djamena pour accomplir leurs devoirs en tant que citoyens. Et nous avons aussi nos impressions par rapport aux élections des forces de défense et sécurité et du nomade hier. Nous avons observé les élections, ça s'est déroulé aussi dans le climat calme et transparent. Les scrutins étaient très transparents. Ça va, puis c'est comme c'est mon devoir, j'ai accompli, donc c'est bon. C'est bien passé, quoi. J'ai exprimé mon choix, comme c'est mon droit, je l'ai fait alors. Et qu'est-ce que vous pensez de l'organisation? L'organisation, ça se déroule bien actuellement, mais je ne sais pas ce que je dois savoir jusqu'à ce soir. Maintenant, ça se déroule bien. Voilà donc pour ce qui était de quelques réactions, notamment des observateurs et quelques électeurs que nous avons rencontrés dans les bureaux de vote en N'Djamena. Quelques réactions rapidement, le tour de table pour conclure cette première partie consacrée au déroulement de la journée. Monsieur Clément Sianka, de manière globale, tout le monde se satisfait. Est-ce que, selon vous, on est dans une dynamique qui permettra de faire en sorte que les résultats qui seront proclamés par l'Agence nationale des élections fassent l'unanimité? Je pense que ce qui fait l'unanimité, c'est la participation. Les observateurs le disent, autour de la table, tout le monde le reconnaît, ce qui est en soi une très bonne chose. C'est déjà un très grand pas vers ce que je peux appeler un consensus. Mais pour moi, l'inquiétude, et la vraie, c'est que est-ce que l'expression du peuple sera respectée? Est-ce que la transparence et les garanties nécessaires, parce que dans la vie de tous les jours, y compris, ce n'est pas seulement la bonne foi qui compte, mais c'est aussi ce que les autres peuvent voir de cette bonne foi. L'ange peut être de bonne foi, mais s'il y a tellement de choses qui se sont déroulées sur le terrain et qui, peut-être par des personnes très zélées, qui justement, voulant se faire voir par X, Y, ont entaché le déroulement et que l'ange finalement ne se positionne pas clairement contre ces agitations, ça va nous poser un souci. Et nous pensons très sincèrement que derrière ces institutions, ce sont des Tchadiens. Derrière ces institutions, ce sont des femmes et des hommes tchadiens qui doivent penser à leur serment qu'ils ont fait aussi bien devant Dieu que devant le peuple pour leur dire « nous allons garantir une élection transparente et une élection claire ». À ce moment, nous les attendons. Nous ne pouvons pas du coup jeter un discrédit, mais nous les attendons pour que justement ils confirment le choix du peuple par une sorte de sincérité venant vraiment de cette institution qui va être la base de toute la confiance que le peuple aura à faire à ces institutions futures. Monsieur Nelji Ismaël, il n'a pas dit oui, il n'a pas dit non. Est-ce que vous partagez également cette analyse-là? Est-ce que selon vous, le déroulé de la journée vous donne des certitudes sur la quiétude au thème de l'annonce des résultats? Je pense que les uns et les autres l'ont dit, et c'est un constat général, que les opérations, il faut le préciser, d'ailleurs, beaucoup de Tchadiens ont commencé par voter hier, les forces de défense et de sécurité. Selon vous, le vote également nomade Oui, tout le monde sait que les opérations se sont très bien déroulées. Aujourd'hui, le calme et la sérénité qui ont prévalu. Mais il faudrait aussi que je relève des faits que nous on a eu à constater sur le terrain. Dans certains bureaux où des délégués qui n'avaient pas reçu d'accréditation se sont retrouvés, certains à 6-7 délégués dans un bureau c'est pratiquement une formation politique des délégués non accrédités qui se retrouvent dans des bureaux de vote en train de gérer des urnes. Ça, on a eu à constater. Et on a eu aussi à constater que des gens qui ne sont pas sur des listes électorales sont venus voter, alors que vous savez que tant que vous n'êtes pas recensé, vous ne pouvez pas voter. Donc il y a ces faits-là aussi qu'il faut porter à la connaissance de tout le monde et c'est ça. Mais nous estimons que malgré ces faits relevés ça et là,
les opérations se sont déroulées. Et je pense que tous les acteurs politiques ont mis des efforts à contribution pour avoir cet organe qui gère aujourd'hui les élections. D'accord? Et je pense que ce serait déjà faire un procès d'attention à l'agence qui gère. Il faut qu'on respecte les règles qu'on s'est données pour la compétition. Et c'est vrai, c'est normal que les gens émettent des réserves, mais là, je pense que la façon à laquelle les Tchadiens ont voté, l'environnement aujourd'hui qui a prévalu, je pense que nous pouvons quand même être confiants pour la suite des événements qui vont arriver. Je pense que c'est ça la vie de notre côté. Nous pensons tout à fait qu'on peut sereinement faire confiance à ce peuple-là qui est sorti massivement exprimer son droit aujourd'hui. On peut donc faire confiance à ce peuple-là et attendre les résultats que les urnes vont vomir. En d'autres termes, vous êtes certain qu'il n'y aura pas de contestation, en tout cas pas fondée? Les contestations, c'est prévu par les textes électoraux. Les candidats peuvent contester selon ce qu'ils disposent, mais nous estimons qu'au regard de ce qui s'est passé, nous aussi on a relevé des faits qu'on impute à nos concurrents. Toutefois, nous sommes sereins parce que nous pensons que le vrai enjeu, c'est de tourner cette page-là. Et donc, il faut louer aussi l'effort de cette institution qui gère cette élection-là. Et toutes les parties prenantes ici ont contribué à la mise en place de cette institution. Donc, les suspicions auraient pu avoir lieu plus tôt, mais pas au moment de cette élection. Je pense que nous devons quand même une fois accompagner, faire confiance jusqu'au résultat, pour se dire, ok, on a eu de très belles élections cette année et le peuple tchadien mérite cette élection. Très bien, Monsieur Toyum, globalement, est-ce que, de votre avis, le déroulé de cette journée augure des résultats? Peut-être, avant de revenir sur ça, je voulais dire que je suis d'accord avec M. Nelly sur un point. C'est qu'effectivement, quand on n'est pas recensé, on n'est pas sur une liste électorale, c'est comme aberrant de se retrouver en train de voter. Et ça, il y en a eu. Nous en avions beaucoup documenté. Il y a eu même des enfants de 7 ans qui ont voté. Des gens qu'on amenait de nulle part, qui n'ont pas de nom sur une liste quelconque, qui ont été autorisés à voter sans carte électorale. Il y a des urnes qui se sont retrouvées dans des... Ces éléments, est-ce que vous les avez documentés? On a tout documenté. On a tout documenté. Pour ça, vous pouvez nous faire confiance. Mais la présence des délégués d'une formation politique dans un bureau de vote n'entache en rien le déroulé. Ils ne viennent pas avec des bulletins supplémentaires ou des urnes additionnelles. Non, c'est juste pour observer que les choses se... Juste faire une précision, il a parlé des délégués non accrédités. Oui, pourvu que ceux-ci soient là comme des observateurs. Ça ne pose pas de problème. Parce que ça n'a aucun impact sur l'issue du vote, de toutes les manières. Ceci étant dit, je crois que le peuple tchadien s'est montré très grand. Et les organes en charge des élections doivent se montrer à la hauteur des attentes du peuple tchadien. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, l'ange a toutes les garanties pour faire le travail qui est attendu de lui. L'ange est un organe qui est indépendant, qui ne dépend d'aucune autre institution de l'État. L'ange est un organe qui est autonome. L'ange est un organe qui est permanent, contrairement au CENI que nous avons connu par le passé où à la veille même de la proclamation des résultats, on peut prendre une décision et puis enlever le président. Les responsables de l'ange qui ont prêté serment sont là pour une période bien déterminée, ils sont inamovibles. Donc ils ont toutes ces garanties-là pour pouvoir dire le droit, dire la vérité sortie des urnes. Et c'est ce que le peuple attend. Et nous tous, nous attendons cela. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce qui est du déroulé de cette journée de vote. Nous continuons la soirée de la veille électorale avec une deuxième partie consacrée au bilan de la transition avec de nouveaux intervenants.
De retour sur ce plateau, nous entamons la deuxième partie de cette soirée consacrée à l'élection présidentielle au Tchad avec une nouvelle thématique, notamment le bilan de la transition. Et pour cette partie, deux invités nous ont rejoints. D'abord, à ma gauche, M. Ndolembaye Ndjessada, vous êtes vice-président du parti Les Transformateurs. On arrive ainsi à 3 ans de transition qui prennent fin avec ce vote aujourd'hui. De manière globale, quel est le regard que vous jetez sur cette transition? Est-ce que vous en êtes satisfait? Merci pour l'opportunité de parler au nom des transformateurs par rapport à ce sujet, par rapport aux 3 dernières années. Le maréchal du Tchad nous a quittés d'une manière très brusque, il y a de cela 3 ans. Le fils, le président Mahamadou Idriss Déby, a pris le pouvoir. Le pays a connu beaucoup de zones de turbulence. Mais nous sommes arrivés au moment où, pour nous, nous arrivons à l'atterrissage de l'aéroport de la démocratie, ce qui s'est réalisé aujourd'hui par cette élection. Mais ces 3 dernières années, il y a un certain nombre de choses à noter. Parlons par exemple de l'énergie. Nous avons connu une régression majeure. Et c'est déplorable. Et pourtant, nous avons les moyens de pouvoir mieux faire. Je ne suis pas alarmiste, mais c'est des faits. Un pays ne peut se développer sans de l'énergie. Sur le plan socio-économique, il y a une crise qui ne fait que s'exacerber ces derniers temps-ci. Simplement parce qu'il n'y a pas eu un programme de développement clairement établi durant ces 3 dernières années. Le focus a été totalement mis sur la sécurité. Et comme nous aimons le dire, pour se tenir debout, il faut avoir les 2 jambes bien musclées. Nous avons tellement musclé la jambe militaire, la jambe sécuritaire, que nous avons oublié pendant les 3 dernières années, ou même au-delà, la jambe économique, ce qui a rendu ce pays boiteux. C'est pourquoi nous espérons que les élections qui viennent de se passer ce matin nous permettront donc de pouvoir corriger cela, tout en gardant, bien évidemment, la force sécuritaire que nous avons, mais en donnant une énergie nouvelle à la jambe économique pour remettre le Tchad sur les rails et enfin progresser vers le développement pour que les Tchadiens et les Tchadiennes aient au moins 2 bons repas ou sinon 3 comme un digne fils d'un pays qui le mérite. Très bien. En face de vous, un autre panéliste qui nous a rejoint, M. Sounessi Senoussi, oui. Pardon, Hassan Abdoulaye, vous êtes membre du collectif 2M, Marchons avec Mahamat, qui est le président de la transition. Il évoque une transition réussie d'un point de vue sécuritaire, mais pas complètement achevée d'un point de vue économique. Bien, merci de l'opportunité que vous m'offrez pour parler du bilan de la transition. Moi, je l'ai vécu un peu de près. Dans les coulisses, cette transition, dès le décès du maréchal, le Tchad était orphelin d'une situation extrêmement difficile. Et dans la douleur, il fallait choisir un conseil militaire de transition qui avait pour objectif, souvenez-vous de l'époque, de maintenir le pays dans une continuité de l'État, de maintenir la sécurité et de faire en sorte que le système fonctionne. Ces 3 piliers, ces 3 objectifs nous ont conduit à un premier gouvernement qui avait pour objectif de faire fonctionner les institutions jusqu'à l'organisation du dialogue national inclusif et souverain. Lequel dialogue qui était une belle réussite. Après plusieurs accords, plusieurs négociations, il y a eu les pré-dialogues, il y a eu Doha, il y a eu le dialogue lui-même qui a réuni plus de 1500 participants représentant les différentes corporations du pays. Un dialogue extrêmement réussi. Après ce dialogue, nous avons entamé une seconde phase de la transition qui nous a conduit à un gouvernement d'union nationale où les grandes formations politiques avec les leaders de l'opposition de l'époque qui n'ont pas rejoint le gouvernement ont pu rejoindre cette transition-là. Et on commençait à cheminer jusqu'à ce qu'il y a eu l'accord de Kinshasa qui nous a conduit à un nouveau Premier ministre, donc le président des transformateurs, afin que nous puissions achever la transition et entamer le retour à l'ordre constitutionnel. Alors c'est une réussite, pas simplement sur le plan sécuritaire. Sur le plan sécuritaire parce que c'était d'abord nécessaire. Que les 2 ou 3 jambes soient musclées, elle ne peut pas être musclée si elle ne s'appuie pas sur un appareil sécuritaire fort et solide. Ensuite, il fallait faire fonctionner les institutions. Je crois qu'il n'y a pas eu de grève, il n'y a pas eu d'impayé de salaire, il y a eu quelques perturbations, c'est vrai. Mais le pays... Non, j'entends grève des fonctionnaires au sens large, où des difficultés auraient pu freiner le pays et le fonctionnement des institutions.
sur la question des enseignants, il est mieux placé que moi pour répondre à la question, mais le pays a fonctionné. Ensuite, nous avons progressivement mis en œuvre les résolutions et les recommandations du dialogue national inclusif et souverain avec un référendum constitutionnel qui a conduit à une 5e République et enfin un retour à l'ordre constitutionnel. Donc de mon point de vue, c'est à la fois une réussite sur le plan sécuritaire, sur le plan politique, parce que cela a permis quand même de faire entrer beaucoup de leaders politiques dans le jeu, et une réussite sur le plan démocratique, parce qu'elle nous conduit in fine à un retour à l'ordre constitutionnel, tant attendu par les différentes parties prenantes, aussi bien sur le plan politique que les acteurs internationaux qui appuient la transition. Monsieur Clément Sianka, on a deux avis, pas divergents, mais en tout cas, d'abord le parti Les Transformateurs qui estime que la transition, elle a été bonne d'un point de vue sécuritaire, mais boiteuse d'un point de vue économique. Lui, il évoque la stabilité qui a été maintenue et surtout l'inclusion politique qui a été réalisée du côté du candidat Padaké. Comment est-ce qu'on perçoit cette transition dont vous avez fait part? Oui, déjà il faut à la base se poser la question à quoi devait servir la transition. Si on se pose cette question, on peut aisément arriver à une meilleure évaluation. La transition, tout le monde le sait, a été ouverte parce que tragiquement le maréchal est décédé. Il fallait effectivement maintenir le pays dans la stabilité et faire en sorte que les institutions sorties donc sur la base de la charte de transition puissent faire la continuité de l'État. Ça c'est, je pense que c'était l'essentiel. Mais surtout, une transition dans n'importe quel pays devait aboutir forcément à un retour à l'ordre constitutionnel dans les délais prévus. Donc je pense que ça c'était l'objectif de la transition pris de manière globale. Dans les détails, nous pensons très sincèrement que, et je crois que c'est nous qui l'a reconnu, la première phase a été pour nous très bien réussie. Parce que effectivement, les cahiers de charges ont été respectés. Lorsque vous dites première phase, c'est jusqu'où? Les 18 premiers mois, naturellement. Les 18 premiers mois de la transition, naturellement. C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi? Parce que justement, au moment où tout le monde avait des doutes, est-ce que le Tchad allait tenir, est-ce que plein de suspicions étaient là, le pays a pu être maintenu dans une sorte de stabilité aussi bien sécuritaire, mais aussi bien, je veux dire, sociale, globalement. Ça a été le cas et ça, ce n'est pas de la politique que de le reconnaître comme tel. À ce moment-là, la deuxième partie de cette transition, je vais parler des 18 premiers mois, consistait à jeter les bases au retour à l'ordre constitutionnel. Et les bases ont été jetées avec les différents dialogues qui ont été organisés, des dialogues partiels ou finalement le dialogue national qui a eu lieu, qui s'est déclaré souverain, ça c'est tout à fait normal, et à partir de ce moment-là, la souveraineté ayant emporté, ça conduit à la deuxième phase de transition avec la deuxième phase bis de la transition. Pour moi, en tant que formation la deuxième politique, phase, si vous pouvez être plus précis, la deuxième phase de transition a été ouverte après le dialogue. Sous l'ère Kebzabo. Après les 18 mois. Ça, c'est avec un deuxième Premier ministre de la transition. Là, c'était la deuxième transition. Ça, c'était la deuxième phase. C'est pour ça qu'on appelle phase. La première phase, la deuxième phase, on est aujourd'hui à la troisième phase. Parce qu'on a eu 3 premiers ministres séparés avec probablement des agendas qui étaient, je dis probablement, qui étaient totalement différents. Quand on évalue les 18 premiers mois, tout le monde était d'accord que la transition tchadienne était citée en exemple. Ça, ce n'est pas autre chose que tout le monde le sait. À partir de la deuxième phase, le problème que moi je déplore, le sang a commencé par couler à ce moment-là. Ça a été pour tous les Tchadiens un choc qui commençait par entacher la transition. 20 octobre, tout le monde en parle, des Tchadiens sont morts, peu importe le nombre de cas selon les uns et les autres, mais
il y a eu quelque chose de très violent qui s'est passé pour ouvrir la deuxième phase, ce que j'appellerais ouvrir la deuxième phase. Ensuite, ça a été un gros problème, finalement, de remettre les résolutions du dialogue en place pour aboutir au retour à l'ordre constitutionnel que nous parlons aujourd'hui. Donc, globalement, ça a été positif au départ, ça a chaviré vers la fin, et j'espère que cette fois-ci, ce serait le bon pour qu'on ait un retour à l'ordre constitutionnel. Monsieur Senoussi, peut-être une réaction à ce qu'il dit. Toujours est-il que même si il y aurait eu 3 phases, les 3 phases auraient été sous la direction de votre leader. Il dit il y a 3 phases, l'une est bonne et les 2 autres moins bonnes. Moi, je pense qu'il est un peu sévère sur la seconde phase après le départ du Premier ministre Pahimi. Chacun a eu à jouer son rôle. Lui, le président de transition, avait pour mandat de conduire le pays jusqu'au retour à l'ordre constitutionnel. À charge pour lui de choisir ceux qui étaient en meilleure position pour diriger le gouvernement à une phase donnée pour essayer de dérouler un agenda bien connu. Pour ce qui est de la première phase, effectivement, nous saluons tous cette belle réussite, effectivement, sous l'ère Pahimi. Ensuite, les événements du 20 octobre que tous nous déplorons ici, et même par le passé. Et cela nous a quand même entraîné dans une autre phase qui, malgré les difficultés, les zones de turbulence qu'il évoque, nous ont permis tous, nous, dans le calme et la sérénité, aujourd'hui d'organiser une élection qui semble être une réussite en termes de mobilisation, dans le calme et dans la sérénité, encore une fois, qui pourrait déboucher facilement sur un retour à l'ordre constitutionnel. Donc, je crois que les objectifs, les agendas de la transition sur le plan global sont aujourd'hui atteints. Une réaction peut-être à ces propos avant de... Je pense que, comme il venait de le dire, c'est peut-être qu'il a été assez gourmand de dire que la première phase était une excellente réussite. Si la première phase était une excellente réussite, à la fin de la première phase, il ne devrait même pas avoir une première phase, il devrait avoir juste une seule transition, selon les promesses faites par le chef d'État entre-temps, durant cette période, qui dit, après 18 mois, il organisera les élections et rendra le pouvoir. Malheureusement, les choses se sont tirées en longueur. Et après 18 mois, il a fallu ajouter un autre 24 mois. Nous sommes à environ 20 mois de plus après les 18 mois. Donc, il y a ce problème de temps qui entache un peu cette transition, mais comparé à d'autres pays de la sous-région, je pense que nous sommes en avance. Parce que si nous regardons ce qui se passe au Mali, au Niger, au Burkina, en Guinée, parmi ces pays, le Tchad est le seul pays qui vient d'organiser une élection qui nous permettra enfin de revenir à l'ordre constitutionnel. Même si cela a pris du temps, même si nous avons eu beaucoup de sang coulé, même si à ce jour, pas tous les politico-armés ne sont pas encore rentrés, nous avançons vers quelque chose qui pourra certainement ouvrir la porte à ceux qui sont toujours mécontents et qui sont sur les montagnes au nord de notre pays de finalement rejoindre la capitale et pouvoir vivre comme un Tchadien normal. Donc c'est ce à quoi nous aspirons certainement après les résultats de ces élections pour réunir tous les Tchadiens et toutes les Tchadiennes pour lancer la transformation du Tchad pour un développement pérenne. Monsieur Senoussi, il évoque la durée de la transition. C'est un sujet sur lequel l'opposition n'a pas du tout été tendre vis-à-vis de vous. Le président Mahamat avait pris l'engagement devant l'Union africaine, 18 mois de transition. De 18, on est passé à 3 ans. Oui, notamment ceux qui n'ont pas été tendres, ce sont les transformateurs. Et ils évoquent souvent le pouvoir qui appartient au peuple. Ce peuple-là, il faut l'imaginer de différentes manières. Il a été suffisamment représenté au dialogue national inclusif et souverain. Les premiers engagements, le président Mahamat n'était pas de lui-même candidat pour diriger le pays. Ce sont des situations extrêmes et douloureuses qui ont conduit le pays à cette situation et qui ont fait que lui soit choisi parmi les 15 du CMT pour diriger la première phase de la transition. Le calendrier de le départ, il était assez clair. Simplement, nous avons cheminé ensemble et nous sommes venus dans le cadre d'un dialogue national inclusif et souverain où, encore une fois, le caractère souverain était suffisamment souligné pour permettre aux participants de s'exprimer. Les participants qui demandent les aspirations des différentes populations, des différentes corporations qui étaient représentées. Et à ce moment-là, il y a eu ce débat sur la durée de la transition. La durée de la transition ne s'est pas discutée dans les quartiers ou en cachette. Elle a été l'objet de longues discussions dans le cadre de longs débats du dialogue national inclusif et souverain. Et une résolution a été adoptée qui consistait, à dissoudre le Conseil militaire de transition et ensuite de prolonger la transition d'une certaine durée pour que nous puissions avoir le temps nécessaire et raisonnable de parvenir à un retour à l'ordre constitutionnel. Et heureusement, avec le recul, que ce calendrier a connu ce glissement, parce qu'effectivement, si nous avons
juste à ce moment T décidé de suspendre la période de la transition, les choses n'auraient pas été aussi simples et peut-être qu'à ce jour, nous ne soyons pas parvenus à ce résultat-là. Alors, évidemment, les reproches de l'époque pouvaient peut-être se justifier, mais avec le recul, je pense qu'ils vont relativiser un peu les reproches qu'ils ont pu faire au prolongement, voilà, au glissement que notre transition a pu connaître. Et de notre point de vue, c'était plutôt une bonne chose. On va pas trop faire le débat. Donc, voilà. C'est l'essentiel. Moi, je dirais que l'erreur que nous commettons en tant que politiciens pour juger de la transition, c'est de croire que la transition devait s'occuper des questions de développement. Non. Aucune transition n'est censée avoir un programme politique en dehors du principal faire fonctionner l'État et revenir à un ordre constitutionnel. Malheureusement, sur les questions de développement du vie quotidien des Tchadiens, ça a été un souci parce qu'effectivement, les questions les plus simples pour permettre aux Tchadiens de vivre ont été durement affectées pendant la transition. Ça, c'est peut-être pour ça que Nolemba est en train de parler de ces questions de l'économie qui, justement, posent un souci. Mais le fond de l'affaire, c'est que, pour moi, dès l'instant qu'on sait pourquoi une transition a été ouverte, c'est parce que la Constitution a été interrompue et il faut un retour à l'ordre constitutionnel. C'est vrai que, paradoxalement, quand vous regardez dans l'environnement africain francophone, les gens peuvent nous envier, c'est évident. Mais en même temps, si vous discutez avec certains courants politiques tchadiens, les gens n'étaient même pas prêts pour ces élections. Beaucoup de courants étaient en train de dire « nous ne sommes pas encore prêts, il faut repousser les élections parce qu'il fallait bien se préparer, parce que... » Quand vous regardez dans d'autres pays, la société civile et les partis politiques réclament les élections, mais au Tchad, on était dans une tendance même de dire « on n'était pas prêt ». Malheureusement, c'est ça le contraste tchadien. Mais au fond, pour dire clairement, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans une phase où nous clôturons la transition, soit, même s'il y a eu un recul démocratique à l'intérieur de la transition, peut-être ce n'est pas le moment, mais il y a beaucoup eu des aspects des choses pour lesquels nous estimons... Justement, c'est le moment de parler de quelle chose? Le recul démocratique, par exemple, c'est redondant pour moi, mais c'est le CONOREC, par exemple, la Commission nationale d'organisation des élections pour organiser le référendum. Ça a été un recul démocratique parce que c'était contre la charte de transition révisée, très clairement. Ça devait être un organe indépendant sorti justement des dialogues où cette charte a été révisée et dans son article 7, c'était clairement dit que ça devait être un organe indépendant qui devait gérer le référendum. Malheureusement, l'organe qui a géré le référendum était sous la tutelle du ministère de l'Intérieur. Donc à ce moment, ça posait un problème démocratique. C'est en cela que nous disons qu'il y a eu un recul démocratique parce que l'indépendance des institutions qui gèrent les élections n'était pas assurée. Et c'est même la raison pour laquelle le RNDT avait appelé au boycott de ce référendum. Pour nous, c'est un recul réel. Le reste, ce sont des aspects pour lesquels il peut y avoir beaucoup d'améliorations, mais celui-là était pour nous tellement criant que nous n'avons pas respecté la Constitution d'alors et ça nous posait un problème. Donc, pour moi, c'est ça le véritable problème de la transition qui aboutit aujourd'hui à une Constitution à marche forcée. On est vers un État unitaire. Est-ce que tous les fédéralistes sont d'accord? Pour nous, ce n'est pas sûr. Mais tout ça, pour nous, c'est quelque chose que nous remettrons, comme je le disais, sur le tapis encore. Je vais peut-être aller un peu plus loin dans votre réflexion. Aujourd'hui, lorsque vous dénonciez le référendum, qui était responsable de cela? Un organe mis en place par le gouvernement sous la tutelle des ministres. Mais qui était responsable? Qui était responsable de cela? Posez-vous la question au gouvernement. Ce n'est pas naturellement nous, lorsque nous étions pendant les 18 mois, ce n'était pas pendant les 18 mois que ça a été organisé. Mais il doit bien y avoir un responsable. C'est pour ça que je parle du gouvernement.
Le gouvernement d'alors, si vous voulez citer les noms, eux tous les connaissent, peut-être Deux choses sur lesquelles j'aimerais revenir, si vous permettez. Il a tout à fait raison et j'ai oublié de réagir par rapport à ce que notre ami le transformateur disait sur l'action de l'économie. Alors je partage entièrement son avis parce que la transition n'a pas vocation, même si elle doit faire un peu d'économie, à faire ce qu'on appelle le développement vraiment économique au sens où nous l'entendons tous. Parce que le plan national du développement, par exemple le PND, qui a pris fin presque de manière concomitante avec le démarrage de la transition, n'a pas pu être renouvelé parce qu'effectivement un pays en transition n'a pas vocation à le faire. Et il fallait attendre justement, même s'il y a eu beaucoup de tentatives, que cette transition prenne fin pour qu'une réflexion de fond démarre, et je crois qu'elle a bien démarré, elle pourra nous conduire à une nouvelle forme de plan national de développement. Donc, maintenir l'État, et moi je me souviens très bien pour avoir participé à l'élaboration de la feuille de route du gouvernement 1, du gouvernement 2, et j'ai pu observer que les objectifs ont pu évoluer de façon graduelle. La première phase de la transition avait pour feuille de route, entre guillemets, je schématise, d'organiser le dialogue national inclusif et souverain. Ce qu'ils ont fait. La deuxième feuille de route était celle, effectivement, de la refondation de l'État et du retour à l'ordre constitutionnel. Ce qui semble être aujourd'hui acté. Je m'arrête là pour permettre aux autres Je de réagir. voudrais juste réagir par rapport au plan économique dont il parle. Il parle d'une manière macro. Mais revenons au niveau micro. D'accord? Je crois que depuis la première phase de la transition jusqu'à ce jour, le coût de vie des Tchadiens est devenu plus cher que jamais. L'accès à l'eau est devenu plus difficile que jamais. L'accès à l'énergie, les déplacements internes. J'ai dit oui, nous avons fait un progrès sécuritaire, mais en réalité, même au sein de nos quartiers, il y a une insécurité qui sévit. Si l'objectif réel d'un gouvernement de transition est de mener la transition afin que nous arrivons à un gouvernement, à l'ordre constitutionnel, les 18 mois devraient permettre à arriver à cela. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché durant ces 18 mois sous la primature de RNDT Le Réveil? Et que c'est à la dernière minute de la première phase qu'on se dit non, on n'a pas eu assez de temps, et pourtant on a passé plus de 15-16 mois à ne absolument rien faire. Donc, nous n'allons pas revenir vers le passé, et par ailleurs, la raison pour laquelle nous n'avons pas contribué, nous n'avons pas participé ni à la première phase, ni à la deuxième phase de la transition, simplement parce que la charte donnait trop de pouvoir à une personne. Au niveau de la première phase de la transition, il y a un comité de 15 militaires qui dirigeait le pays. Mais à l'issue de la première phase de la transition, le pouvoir était devenu un pouvoir unitaire tout le pouvoir a été concentré dans la main du chef de l'État seul. D'accord? C'est une régression démocratique qu'il faut noter. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons eu à voter une constitution que d'aucuns trouvent pas totalement juste, pas totalement englobant, mais au moins elle est meilleure que la charte de la transition. Voilà pour laquelle les transformateurs ont décidé. Nous avons au moins une charte, nous avons au moins une constitution, même si elle est bancale, ça nous permet d'arriver à ce qui s'est passé aujourd'hui, ces élections. Et c'est crucial pour nous. Et à l'issue de ces élections, nous allons reconsulter le peuple. Et que le peuple dise d'une manière transparente, est-ce qu'il est d'accord avec cette constitution ou pas? Et de là, nous continuerons avec la suite. Donc, il y a eu un certain nombre de ratés, mais même si ces ratés ont impacté la vie de la population tchadienne, à l'arrivée, à l'entame de ces élections que nous venons d'avoir, nous espérons vraiment que l'ange sera l'ange dont nous connaissons, afin que ces résultats soient vraiment transparents et que le meilleur gagne, qu'enfin nous puissions reconstituer la nation tchadienne. Justement, dans vos propos, quelque part, sauf si je me trompe, vous reconnaissez que le Premier ministre Albert Pahimi Padaké a évolué en zone très trouble. Oui, trouble, parce que le maréchal venait de mourir, le pays était dans une insécurité. Et ceux qui venaient de prendre le pouvoir, à mon avis, n'étaient pas très sûrs vers quelle direction y aller. Alors il était un peu difficile pour M. Pahimi Padaké Albert de pouvoir lancer un programme du gouvernement. Même si nous sommes en transition, cela n'empêche que nous ayons un programme pour pouvoir progresser. Mais malheureusement, c'est comme si c'était juste une gestion quotidienne. Et dans cette gestion quotidienne, il y a une dégradation quotidienne aussi qui se vit au sein du peuple, au milieu du peuple. Et c'est ce qui nous a conduit à l'état actuel des choses, à une crise économique, à une crise énergétique, à une crise financière et à une crise éducationnelle. Une crise de tout point de vue. Une chose est sûre, cela ne fera jamais l'unanimité, mais
on pourra peut-être avoir d'autres occasions d'en débattre. Malheureusement, le temps qui nous est imparti court à son terme. Voilà donc ce qu'on pouvait dire pour cette deuxième partie du débat qui annonce justement la troisième. On vient de parler des deux premières étapes, le déroulement de la journée de vote, mais aussi le bilan de la transition. Place maintenant à l'avenir du Tchad, les chantiers qui interpellent le prochain président de la République. De retour sur ce plateau, nous entamons la troisième et dernière partie de cette soirée électorale consacrée à l'élection présidentielle au Tchad avec une partie consacrée aux perspectives. Quels seront les chantiers prioritaires du prochain président de la République du Tchad? Pour cela, nous avons deux nouveaux panélistes. D'abord, à ma gauche, Bria Élise Grasse, vous êtes cadre au parti Les Transformateurs. Selon vous, une fois l'élection terminée, le président déclaré et investi, quelle est la première priorité? La priorité des priorités. Merci pour l'opportunité. Merci à tous les téléspectateurs. La première priorité pour nous, c'est d'abord de nous rappeler qu'il y a des oubliés de cette République qui auront besoin qu'on vienne à leur secours. Donc, les personnes qui vivent en zone rurale qui ont été longtemps abandonnées, surtout pour l'accès aux services sociaux de base qui sont la santé, l'éducation, l'eau potable, l'énergie. Et donc, le premier chantier, ce serait déjà de mettre à disposition de ces personnes le paquet minimum pour leur bien-être. Et le second paquet, ce serait de réconcilier les cœurs. Avec tout ce qui s'est passé, avec les derniers événements et tout ça, nous allons mettre en place une commission justice et vérité et réconciliation pour pouvoir réconcilier les cœurs des Tchadiens et pouvoir construire ensemble le Tchad transformé. La priorité des priorités, c'est trois priorités. On va dire ça comme ça. Je me retourne vers vous, Monsieur François Djekombe. Vous êtes chargé de communication de la coalition Tchad pour un Tchad uni, qui porte la candidature du candidat Mamad Idriss Déby. Elle a évoqué l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité, mais surtout la réconciliation entre les Tchadiens. Selon vous, quelle sera la priorité, quelle doit être la priorité du prochain président? Écoutez, je voudrais d'abord remercier Vox Africa et au passage je salue donc tous les téléspectateurs. Nous sommes heureux de boucler donc la troisième étape de ce débat qui a commencé il y a quelques instants. Alors, je pense que notre candidat a fait ses preuves en gérant une transition assez délicate après la disparition donc du maréchal Déby, paix à son âme, comme vous l'avez démontré tout au long de ce débat. Notre candidat a un programme qui est bien établi. Le programme ici en 12 chapitres déclinés en 100 actions. C'est un programme mesurable. Donc dès son élection, je crois qu'il va s'atteler à mettre en œuvre donc les 100 actions contenues dans ce programme-là, regroupées en 12 chantiers. Mais comme vous l'avez dit justement, l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité, l'accès à d'autres structures de base au niveau par exemple de la santé, des infrastructures, etc. Je crois qu'il y a tellement de priorités. Et quand il va gagner les élections, et nous n'avons pas de doute là-dessus, il va automatiquement se mettre en œuvre pour mettre en œuvre son programme. Mais n'oublions pas que l'élection du président de la République ne met pas automatiquement un terme à la transition. L'élection du président de la République consacre donc un retour certes partiel, mais effectif à l'ordre constitutionnel. Mais il y aura aussi des élections législatives. Et dans une de ces tournées, où j'ai fait également la tournée avec le candidat dans le sud du pays, il a clairement dit que dès son élection, il va s'engager à organiser les élections législatives. Ça, c'est pour véritablement, plaise à Dieu, d'ici la fin de l'année, sortir complètement de ce qu'on appelle la transition. Mais tout en continuant, bien entendu, à assurer les affaires courantes de l'État, comme les services sociaux de base. C'est tout à fait normal qu'il continue à assurer
le paiement régulier des salaires. C'est une évidence qu'il améliore les conditions d'accès à l'eau, à l'électricité, etc. Mais tous ces programmes, en fait, il ne s'agit pas pour moi de citer pêle-mêle. Tous ces programmes sont contenus dans ce programme, dans ce programme que nous avons entre les mains là sur les 12 chantiers. Donc, continuer à assurer la sécurité de l'État. Si vous prenez par exemple le programme numéro 1, parce que sans la paix et la sécurité, vous ne pouvez pas offrir par exemple de l'eau potable à la population. Sans la paix et la sécurité, les enfants ne peuvent pas aller à l'école. Sans la paix et la sécurité, et c'est pour cela que la paix, la sécurité et la stabilité du Tchad, c'est le chantier numéro 1. Et bien entendu, il a fait beaucoup d'efforts, il a tendu la main pendant les 3 ans de transition. Après son élection, il va continuer à tendre la main. Comme d'aucuns ont soulevé sur votre plateau, il y a des politico-militaires qui n'ont pas encore déposé les armes. Donc le processus de réconciliation va se poursuivre, etc. Donc moi je pense que tout est prioritaire, bien entendu, mais... priorité des priorités, la paix, la sécurité. La paix, la sécurité et la stabilité. La stabilité, très bien. Je me retourne vers vous, Monsieur Clément Siaka. Vous êtes encore avec nous pour cette 3e et dernière partie. Avec tout un plaisir. Justement, lorsqu'on parle de cette élection, il y aura un vainqueur. Et selon vous, c'est quoi le chantier prioritaire? Et c'est en cela que je me demande si M. Djekombe a compris la question. Parce que la question n'était pas d'exposer le programme politique d'un candidat. C'est de voir les priorités des Tchadiens et de savoir que ce soit n'importe quel des présidents qui soit élu, quelles devraient être selon nous, ici sur le plateau, les priorités. Si c'est pour exposer le programme politique de chaque candidat, je pense que ce n'est pas en 30 minutes qu'on aurait à faire. Donc pour moi, je pense que la question fondamentale pour tout président qui devait être sorti de cette élection, c'est d'abord, pour moi, le retour à la démocratie. Retour à la démocratie dans le sens où faire en sorte que les Tchadiens croient en la démocratie. Pour nous, c'est tellement important pour le Tchadien tout court, parce que faire en sorte que le Tchadien fasse confiance à ses dirigeants, fasse confiance à son système, fasse confiance à l'autre. Pour nous, c'est important que le président puisse s'atteler à ce travail, sans lequel on aurait un président en déphasage avec le peuple, peu importe lequel qui soit choisi comme président. La deuxième chose pour nous, c'est quand même remettre l'économie en marche. Remettre l'économie en marche. Sans l'économie, justement, on serait dans la démagogie de la fonction publique va absorber les gens, les ceci. Or, l'économie est par terre. Si l'économie est par terre, le rôle du président, peu importe qui sera, c'est de remettre l'économie en marche. Troisièmement, c'est de remettre les Tchadiens au travail. Parce que le Tchadien aujourd'hui est tellement attiré dans les affaires de la chose politique qu'on oublie que le Tchadien doit produire. On oublie cet aspect de la chose. Le président de la République doit avoir pour mission de faire en sorte que les Tchadiens recommencent à produire, que les sociétés naissent, ce qui va donner de l'emploi aux gens. Tant que ce n'est pas comme ça, ça va être compliqué, tout en sachant que le socle va être la sécurité, ça c'est évident. Sans sécurité, si nous sommes agressés, si nous ne sommes pas capables de nous défendre, le président de la République est le garant de la souveraineté, le garant du territoire, c'est évident que sa priorité sera la sécurité. Mais sans se baser sur ces choses-là, je crois qu'il aura beaucoup de choses à être reprochées. Je vais me retourner vers vous, Monsieur François Djekombe. Il y a une thématique qui est revenue et qui a fait l'objet de prise de parole de tous les candidats durant cette campagne, c'est les rapports avec les autres, avec l'Occident, avec de nouveaux acteurs. La souveraineté nationale, la réaffirmation de la souveraineté nationale dans la relation diplomatique du Tchad avec ses partenaires étrangers. Selon vous, quelle devrait être l'approche du Tchad sur cet aspect?
Ok, merci beaucoup. Avant de répondre très rapidement à cette question, je voudrais rapidement répondre à M. Clément Sianka que j'ai très bien compris la question. Et si je ne l'avais pas compris, je crois que le journaliste qui avait posé la question aurait pu me relancer. Et répondre sur les priorités en se basant sur le programme politique de notre candidat, c'est pas un hors-sujet. Voilà. Je referme la parenthèse. Maintenant, pour répondre à votre question sur les relations du Tchad avec les partenaires. Bien entendu, le Tchad entretient des relations bilatérales et multilatérales depuis l'indépendance avec quelques pays qui sont connus. Hein. Vous avez par exemple la France, vous avez les États-Unis, vous avez d'autres pays, des pays arabes, etc., etc. Et ces dernières années, ces relations ont été également beaucoup plus renforcées. Après, notamment avec de nouveaux acteurs qui expriment après l'élection, bien entendu, j'y arrive. Après l'élection, mais bien entendu, il faut continuer à renforcer les relations qui existent, les consolider, au besoin rediscuter de ces relations-là. Bien entendu, si vous prenez l'exemple de la France, on ne fait pas de mystère là-dessus. Vous savez très bien que le président a répondu à cette question-là à vos confrères, que des discussions vont se poursuivre avec les autorités françaises sur la présence, par exemple, de l'armée française au Tchad. Ça, c'est une évidence. Maintenant, n'empêche qu'on puisse également continuer à explorer d'autres relations, que ce soit bilatérales, multilatérales, y compris des relations sud-sud. Donc moi je pense que le Tchad, comme le président l'a dit, ou comme notre candidat l'a dit, c'est un pays souverain, ouvert sur le monde entier et qui compte pleinement profiter donc de ces relations bilatérales et multilatérales à tous les niveaux sans restriction aucune. Il n'y a pas de mystère là-dessus parce que il n'y a pas de, en fait, il n'y a pas une sorte un peu de précaré qui nous empêcherait d'aller par exemple échanger par exemple avec l'Inde, avec les pays j'allais dire du Brexit, comment on appelle les pays du BRICS par exemple. Rien n'empêche que des possibilités de coopération, si au niveau de coopération économique ça peut être un avantage, moi je ne vois pas d'inconvénient. Je ne vois pas d'inconvénient que le Tchad puisse par exemple échanger avec des pays du Commonwealth, pourquoi pas. Bon, peut-être que je vais un peu plus loin dans mes démarches, certainement que ce n'est pas dans la tête du candidat, mais moi je me dis qu'en tant que pays souverain, je cherche ce qui est opportunité économique et autres qui pouvaient éventuellement arranger donc notre pays. Madame Bria-Élise, selon vous, quelle devrait être la manière dont le Tchad devrait affiner sa souveraineté? Est-ce que cela passe par la diversification des acteurs, des partenaires? Avant de répondre à votre question, j'aimerais revenir sur ce que les deux intervenants ont dit. Quand on parle de priorité, c'est d'abord restaurer la dignité des Tchadiens. Que ferait un homme? Comment un homme qui a faim, qui est mal soigné, qui est malade, pourrait bien travailler? Comment un homme qui a faim, pour un homme qui a faim, c'est quoi la paix? La paix, c'est d'avoir à manger d'abord. Donc, dire que les priorités, c'est la sécurité, c'est la paix, je pense que la paix passe d'abord par le bien-être et la dignité de chaque Tchadien. Je referme la parenthèse. Pour nous, transformateurs, il n'est plus question aujourd'hui, par exemple, de continuer avec des accords qui ne sont pas à l'avantage des Tchadiens. Quand nous serons aux affaires, nous allons travailler avec tout le monde, que ce soit de l'intérieur comme de l'extérieur, mais nous allons discuter les termes pour que ça puisse bénéficier aux Tchadiens, pour que ça puisse apporter une valeur ajoutée aux Tchadiens. On ne ferait pas des accords qui pourraient compromettre la dignité des Tchadiens ou qui pourraient mettre en mal la souveraineté de l'État tchadien. Cela estime que vous pensez que les accords actuels qui lient le Tchad à ses partenaires seraient Il y a des accords qu'il faut revoir. Il y a des accords qu'il faut revoir. Lesquels par exemple? Par exemple, il y a beaucoup d'accords avec la France. Le président l'a dit lors de ses interviews qu'on doit s'asseoir pour revoir certains termes des accords pour pouvoir les améliorer pour que le Tchad puisse en bénéficier aussi. Il ne serait pas bien de faire avec du vieux qui ne pourrait pas apporter une valeur ajoutée à la jeunesse. Aujourd'hui, en sillonnant par exemple les pays, notre président l'a rappelé, il ne faut plus regarder les jeunes aujourd'hui avec l'ancienne loupe. Nous sommes une génération qui évolue
avec la mondialisation, nous devons nous mettre au pas avec les autres. Et il faudrait que les autres aussi voient que nous sommes capables d'être à la hauteur au lieu de continuer à nous traiter comme si on était à la traîne et que les gens pouvaient nous imposer des accords ou nous imposer ce qu'il faut faire. Nous allons discuter ensemble parce que nous avons des compétences, nous avons des ressources et il faudrait que ces ressources puissent bénéficier au Tchad. Très bien, Monsieur Clément Sianka, je vais me retourner vers vous. Vos deux copanélistes évoquent là maintenant la nécessité pour le Tchad de choisir souverainement ses partenaires et elle estime que jusqu'à présent, cette affirmation n'est pas complète. Quelle est votre position à ce sujet? Bon, je pense que j'évoquais la question où le président de la République... Je rappelle peut-être que cette discussion arrive dans un fond de rapprochement, en tout cas, du Tchad avec des acteurs comme la Russie. Je pense déjà de façon assez claire, c'est que la souveraineté dont il est question, où le président de la République, le futur président doit être le garant, c'est une souveraineté pour le peuple. Il faut quand même le rappeler. À ce moment-là, on se rendra compte très vite que cette souveraineté est au bénéfice du peuple, pas l'inverse. Qu'est-ce que ça veut dire de façon concrète? Nous ne sommes pas contre un rapprochement avec la Russie. Pourquoi nous le devrions être? Pourquoi le Tchad ne doit pas se rapprocher de la Russie? Pourquoi? Si la Russie va aider en tant que partenaire à un développement de la démocratie et des infrastructures et du Tchad de façon générale, pourquoi pas? Mais si c'est pour aller copier la dictature de l'autre côté pour venir le prendre comme exemple, ça ne marchera pas, parce que le peuple va souffrir de cela. Donc je pense que ça, c'est une question qui doit être aussi claire. Mais avec les partenaires traditionnels aussi, il faut être aussi raisonnable. Je pense que ce qui, en tant que Tchadien, en dehors de la politique, en tant que Tchadien et en tant qu'Africain, ce qui me choque, ce qui choque beaucoup, c'est que l'Occident a le droit de choisir les partenaires pour les pays. Et c'est cela que nous voulons refuser. Nous n'allons pas accepter quand même que ce soit un partenaire qui choisisse que le Tchad ait, oui ou non, une relation avec un autre partenaire. Pourquoi la France joue avec la Russie, joue avec les États-Unis, joue avec la Chine, joue avec l'Inde, joue avec tous les pays et que le Tchad n'aurait pas ce droit de le faire, par exemple? Pour nous, ça c'est quand même quelque chose dans la souveraineté qui doit être au bénéfice du peuple. Aussi longtemps que tout partenaire va apporter une plus-value pour le bien-être du peuple, ce partenaire est le bienvenu. Mais la France doit, puisque souvent c'est de ça qu'il s'agit, la France doit se rendre compte, malheureusement, que les Africains, le Tchadien n'est pas contre les Français. Non. Le Tchadien est probablement contre la politique française au Tchad. Ça pourrait venir. Et c'est ce déclenchement qui se voit dans les pays francophones. Parce que finalement, tout ça, c'est aussi le manque de démocratie qui amène les Africains à penser ainsi. Parce qu'ils se rendent compte que leurs dirigeants, soi-disant démocratiques, sont soutenus par la France. Et puisque eux, ils ne peuvent pas affronter leur dirigeant qui est là, ils sont obligés de s'adresser à la France et considérer la France comme l'ennemi. Mais en réalité, le problème, il est un problème démocratique qui fait que la France soutient parfois des régimes qui sont antidémocratiques dans les pays. Voilà pourquoi on commence par à avoir de la jeunesse qui est contre la France. Sinon, ce n'est pas un problème de fond où les Tchadiens seraient contre les Français. Voilà, on va faire un dernier tour de table pour évoquer une dernière question. Les prochaines élections au Tchad, ce sera les législatives. Vraiment un dernier tour de table. Je vais commencer par vous, Monsieur François Diekombe. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, quelle est la place qu'occupera ces prochaines électives d'urgence de développement au Tchad? Non, mais moi je crois que ces élections-là sont très importantes parce que les dernières élections législatives au Tchad datent de 2011.
de 2011, le mandat des députés qui étaient de 5 ans était renouvelé, perpétuellement renouvelé, malheureusement jusqu'à la disparition du maréchal Déby en 2021. Donc c'est au bout de 10 ans pratiquement de mandat ou de mandature que la 3e législature avait pris fin. Le Conseil militaire de transition, donc alors dirigé par le général Mahamat Idriss Déby Itno, a donc dissous toutes les institutions de la République, y compris l'Assemblée nationale. La restauration de ce qui va être la 4e législature, peut-être vers la fin de l'année, c'est une très bonne chose, comme je l'ai dit au départ, de pouvoir boucler tout le processus donc, de transition, en fait de retour à l'ordre constitutionnel et sortir définitivement de la transition. Madame Dieng. Oui, vous savez, pour nous les transformateurs, nous allons commencer un mandat de justice et d'égalité. Ça veut dire que nous allons respecter les institutions de l'État et mettre en place les institutions qu'il faut pour gérer correctement ces pays. Alors les législatifs, naturellement, on va les organiser de façon concrète parce qu'on ne va pas attendre. Il y avait des partenaires qui étaient déjà prêts à accompagner le Tchad à organiser les législatifs. Il y avait des budgets qui étaient là. C'est par manque de volonté politique que ça n'a jamais été organisé. Et je pense que nous n'allons pas perdre du temps pour ça parce que nous avons besoin des institutions pour avancer, pour que les Tchadiens puissent accéder à la justice et l'égalité et retrouver leur dignité d'humains parmi les autres. Monsieur Clément Sianka, ce sera vraiment le mot de la fin. Dans votre conception, quelle place pour les prochaines législatives? C'est la 2e place. La première place est la réorganisation du référendum. Si mon candidat est élu, nous allons réorganiser le référendum sur la forme de l'État pour permettre à ce que le peuple décide d'abord, encore une fois, de façon très claire, au moins pour une fois, si le Tchad reste un État unitaire ou le Tchad devient un État fédéral. Ça, c'est la priorité. La 2e pourrait venir avec une nouvelle constitution. Si le peuple décide que l'État soit dans un État fédéré, à ce moment-là, c'est une nouvelle constitution avec toute la conséquence que ça viendra. Très bien. Merci beaucoup à vous d'avoir accepté notre invitation, à tous les autres qui se sont succédés sur ce plateau durant cette soirée électorale au Tchad. Merci à vous à la maison de nous avoir suivis. C'est ici que prend fin cette soirée électorale. Restez sur Vox Africa.